Bonjour à tous et bienvenue sur Dixit. C'est cette tribune où nous revenons sur les déclarations des dirigeants et autres personnalités. M'accompagne comme de coutume Adrien Moussou. Bonjour à vous. Bonjour Jérôme, bonjour à Moïse, bonjour à nos amis téléspectateurs auditeurs. Moïse Soulé, bonjour. Bonjour à vous Jérôme Pascal, bonjour Adrien, bonjour à toutes et à tous. Donc commençons par le Sénégal. Je suis avec vous Moïse. Le Sénégal qui va vers la restauration du poste du Premier ministre. Et je tiens du Conseil des ministres du 24 décembre ceci. Le président de la République a par ailleurs informé le Conseil de sa volonté d'initier une révision de la Constitution en vue de l'instauration du poste de Premier ministre. Cette restauration s'accompagne d'une nécessaire requalification des rapports entre l'exécutif et le législatif, notamment la réintroduction de la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale et le pouvoir de dissolution de celle-ci dévolu au président de la République. Macky Sall revient sur sa décision, Moïse, peut-on le dire? Voilà des responsables africains qui ne le réussissent pas. En mai 2019, Macky a décidé avec son équipe de supprimer le poste de Premier ministre. 2 ans après, on revient pour dire qu'on veut, parce qu'à partir du 1er janvier 2022, le président Macky Sall sera à la tête de l'Union africaine. Il faut qu'il y ait un Premier ministre pour mieux gérer la crise de Covid-19. Je dis, mais c'est pas ça ne vous convainc pas? Non, mais quand je vois celui qui vient défendre ça, Abdou Latif Coulibaly, que je connais très bien parce qu'il a été mon professeur à Dakar, nous savons combien de fois ces gens-là ont combattu un certain nombre de personnes. Bon intello, hein? Ben oui, bon intello. Un monsieur que je respecte bien, un monsieur avec qui j'ai travaillé. J'ai dit non, quand vous avez réfléchi, parce qu'on ne se lève pas. Malheureusement, c'est ce qui se passe en Afrique. Vous voulez supprimer un poste qui a été créé avant vous. Vous devez savoir quels sont les tenants et les aboutissants. Mais 2 ans après, vous revenez parce que vous n'avez pas envie de quitter le pouvoir. Vous avez envie de créer votre dauphinat et vous dites, bon, il faut qu'on ramène et que ça doit prendre effet, je crois, à partir du 30 novembre 2021. C'est qu'elle a fait ça. Je dis, c'est pourquoi parfois les Blancs se moquent de nous. Hein. Ils disent, mais ces Africains, un pas en avant, 2 pas en arrière. Aujourd'hui, bon... je crois que les Sénégalais, quand vous les écoutez, ne sont pas d'accord. Parce qu'ils ont compris que Macky Sall ne veut pas quitter le pouvoir. Il veut assurer ses arrières en tant que bon président africain. Donc, il peut, on dit, en cas de vacances de pouvoir, bon, le Premier ministre va prendre quoi. Peut-être qu'il va rester là. Quand il va sentir que sa fin ne serait pas une fin heureuse, il va positionner quelqu'un comme Premier ministre. Après, il démissionne et l'autre continue. Donc, je dis que c'est quand même malheureux pour les hommes politiques africains. Nous devons évoluer. Vous avez réfléchi. C'est comme dans certains pays, on dit on quitte le mandat de 5 ans pour revenir à 7 ans. Après, on réfléchit, on trouve que 7 ans, c'est trop lourd. Il faut revenir à 5 ans. Non. En toute chose, il faut la réflexion. Et je crois que la classe politique sénégalaise n'est pas d'accord. Mais il a trouvé encore d'autres trouvailles aujourd'hui. Bon, il dit que, bon, il va revoir le cas de Khalifa Sall et de Wade fils. Oui, pour qu'il soit compétitif afin de contrer son coup. C'est pas possible. Donc, je crois que... Ils peuvent le bousculer lui-même, ça. Non, lui préfère... Oui, bon, comme il ne veut pas laisser l'autre gagner, il veut faire venir... Il vaut mieux s'associer à ses adversaires que de s'associer aux autres. Donc, je crois que c'est dangereux pour l'Afrique que nous puissions évoluer après, revenir en arrière. Ça veut dire que nos dirigeants nous dirigent au pifomètre. Et pourquoi chanter de la vie, selon vous? Non, Moïse l'a mis suffisamment en relief. C'est là justement que la seule porte de sortie pour le moment, c'est ce poste de Premier ministre qu'il faut faire revenir pour assurer ses arrières. Mais soyez rassurés, hein, heureusement qu'au Sénégal, les gens sont un peu teigneux. On ne dort pas. Là-bas, on ne dort pas. C'est pas comme sous d'autres où, bon, et puis... On est complaisant. Non, pas qu'on soit complaisant. On dort. On se dit que, bon, c'est la fatalité, on fait avec, quoi. Non, le même sait pourquoi il ne veut pas que son coup soit dans la course véritablement. Quel que soit le schéma qu'il aura à mettre en place, il trouvera garçon, comme on le dit, en Côte d'Ivoire, sur son chemin. C'est vrai, il est en train d'échafauder tous les plans, toutes les stratégies possibles pour lui permettre de se tirer d'affaire, mais nous patientons d'en savoir davantage. Voilà également une situation qui met en exergue la fébrilité, la faiblesse et l'incapacité parfois de ceux qui légifèrent. Je veux parler des députés. Dans certains pays africains, ils n'ont pas le courage nécessaire pour véritablement dire non à certaines initiatives. Mais si un matin, Macky Sall s'est réveillé, il a cru bon devoir annoncer cela, c'est parce qu'il est sûr et certain que disposant de la majorité mécanique au Parlement, ça pourrait passer. Sinon, s'il savait que avant de faire passer certaines lois au Parlement, il faut vraiment y réfléchir par 1001 fois.
Ils ne tenteraient même pas. Vous comprenez bien? Donc, c'est parce que lorsque vous avez dans la plupart des pays des parlements aux ordres, mais ceux qui sont là font de ces parlements ce qu'ils veulent. En fait, c'est ça également l'autre problème. Sinon, dans des pays sérieux où les parlementaires jouent les rôles qui sont les leurs convenablement et conséquemment, ce n'est pas évident qu'on puisse assister à ces genres de pirouettes. Oui, Adrien déplore un parlement aux ordres. A raison, Moïse? Oui, c'est normal parce que on a dit que le Conseil des ministres a déjà adopté le texte, on m'a envoyé. Ça veut dire quoi? Que la chose que les députés ont fait, c'est pas quand on réintroduit le poste de Premier ministre, on va toucher à des articles pour désormais légiférer au niveau des rapports entre l'exécutif et le législatif. Donc ça pose un problème. On veut carrément toiletter la Constitution. C'est là on dit qu'on n'a pas à répondre à l'opposition, mais on veut expliquer aux Sénégalais ce que l'on fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'opposition s'en fout de l'opposition. Je dis non, Macky Sall devait savoir dans quelles conditions il est devenu président de la République. Mais Ouad ne lui a pas fait de cadeau. Les Sénégalais doivent vous dire que parce qu'il a eu le courage d'interpeller Ouad fils, on a dit désormais le mandat de président de l'Assemblée nationale, c'est 1 an renouvelable. C'est comme ça qu'on l'a bouté dehors. Et les Sénégalais l'ont soutenu parce que la démocratie là-bas, ça fonctionne. C'est un pays où la démocratie fonctionne terriblement. Je crois que les Sénégalais ne lui feront pas de cadeau. Si les Sénégalais veulent ramener son corps au pouvoir, ils le feront tranquillement. Parce que là-bas, on voit un peuple debout. Et le drame, il faut tout faire pour que désormais en Afrique, ceux qui sont au pouvoir n'aient pas la majorité mécanique à l'Assemblée nationale. Parce que le gars, il a fini peut-être de faire l'amour la nuit avec sa femme. Il pense à quelque chose le lendemain. Il appelle le président de l'Assemblée nationale pour dire je vais introduire telle loi. Et puis ça passe comme il est à la poste. On dit, dans 2 heures. Mais là-bas, vous avez quand même de grands juristes, vous avez de grands intellectuels qui laissent passer tranquillement parce qu'on fait de la politique. Non, je dis non. Je crois que cette fois-ci, si le Parlement sénégalais autorise ça, mais la rue ne va pas autoriser ça. Vous savez très bien que les mouvements de rue là-bas, ça marche très fort. Ça marche très fort. Donc les Sénégalais, ils veillent au grain, quel que soit ce qui va se passer. Il faut que le président africain sache que c'est 2 mandats. Vous avez déjà fait 2 mandats, vous partez. Et on ne tire pas, malheureusement, les présidents africains ne tirent pas leçon de ce qui arrive à leurs voisins. Ceux qui ont tenté de faire. Ils se copient. Mais oui, mais quand en Guinée, la Sénat Conté a tenté un 3e mandat qu'on l'a déposé, on devait avoir peur. On sait dans quelles conditions. Alpha Condé. Oui, Alpha Condé, pardon. On sait dans quelles conditions Ouattara a un 3e mandat. Mais les Ivoiriens ont fait des casses. On doit dire désormais. Mais comme c'est passé 1 fois, 2 fois, tout le monde peut faire. J'ai dit non, la démocratie, c'est pas ça. Il faut que désormais, les gens parlent de tropicaliser la démocratie, mais c'est pas ça. Dans une république, on avance, on ne recule pas. Vous avez en mai 2009 dit on peut se débarrasser de ce poste-là. Et tout le monde a applaudi. Vous avez utilisé toujours votre majorité mécanique. C'est une façon de dire ce que vous avez vomi, vous voulez ravaler ça. C'est le même Parlement qui a dit on n'en veut pas. Maintenant, ce même Parlement va ramener cela, peut-être avec d'autres modifications. Je dis non, il faut que le président, il a fini de faire 2 mandats. Il n'a plus rien à prouver. Si maintenant, il traîne des casseroles, quand il va partir, il ne doit pas chercher quelqu'un pour lui assurer les arrières. Chacun doit pouvoir payer de ses péchés. S'il a fait yo-yo avec l'argent du contribuable sénégalais, s'il n'a pas respecté les droits de l'homme, s'il y a eu brimade et qu'au départ du pouvoir, les gens l'ont assis en justice, il doit pouvoir répondre. Donc il faut que, quand vous êtes au pouvoir, il faut toujours penser à l'après-pouvoir. Vous n'êtes pas... Puisqu'on veut y mourir, autant ne pas y penser. Non, vous n'êtes pas immortel. Donc il faut dire, même si vous êtes vieux, on va vous poursuivre. Il faut faire les choses dans les règles de l'art, surtout quand nous savons comment vous êtes arrivé au pouvoir. Vous devez prouver aux gens que vous n'êtes pas pire que celui que vous avez remplacé. Donc malheureusement, Macky Sall est en train de montrer aux Sénégalais qu'ils ont eu tort de lui avoir confié le pouvoir. Avec cette révision, Macky Sall pourra désormais dissoudre le Parlement. Ça fait trop de pouvoir dans les mains d'un seul homme, non? Mais que voulez-vous? Il dispose de tout. Pourquoi ne voulez-vous pas qu'il, un beau matin, leur donne de dissoudre le Parlement? Donc, il peut tout contrôler. Mais soyez rassurés, comme je le disais tantôt, Moïse a bien fait d'insister là-dessus. Au Sénégal, ça ne dort pas. Les gens ont déjà très tôt compris le manège ou le stratagème. Et il se prépare également pour une riposte à une autre pareille. Parce que dans ce cas-là, avoir les conditions dans lesquelles véritablement, il a pu avoir un premier mandat. Mais il y a des Sénégalais qui ont versé leur sang pour dire non également, ces mouvements-là, pour dire non à Ouad Père, au moment où il cherchait... On le brimait, lui. Oui, justement. Donc, il fait un second mandat. Et bien, mais le fait de dire même que, bon, il doit savoir que 2 mandats, c'est fini. Mais non, je peux avoir fait un mandat. Si je n'ai pas convaincu au cours de mon quinquennat, mais je dois
dégager le plancher. Il n'est pas dit forcément qu'il doit même faire 2 mandats. Parce que dans la plupart des pays africains, si on devait organiser les élections en toute transparence, il y a des chefs d'État qui, après un mandat, ne pourront pas se faire réélire au second mandat. Il faut dire, si on doit faire un bilan à mi-parcours, c'est-à-dire que si c'est un mandat... Il partirait plus tôt. Oui, il partirait plus tôt. On fait un mandat. Après 3 ans, on va faire une élection, mais il partirait plus tôt. Parce qu'ils n'auraient pas convaincu le peuple, ils n'auraient pas fait le bonheur de leur peuple. C'est pourquoi ils ont été élus. Malheureusement, ça ne se fait pas chez nous. Parce qu'on vient dire, dit que c'est le peuple qui a confié le mandat. Le peuple, quand il s'agit de ça, pour justifier certaines choses, on veut s'appliquer derrière le peuple. Mais une fois qu'on reprend l'équilibre, on se fout de ce que dit le peuple. Mais ce n'est pas de ça qu'il y a de question. Voilà pourquoi j'ai souvent dit que les chefs d'État, qui qu'ils soient, doivent savoir que la souveraineté dont ils parlent là, quand ils sont aux affaires là, ce n'est qu'une souveraineté relative. La souveraineté entière, totale, elle appartient au peuple et au peuple seul. Lui des détenteurs exclusifs de la souveraineté dont il est question. Donc ils doivent savoir que c'est le peuple qui les a mandatés pour exercer à un moment donné, dans un temps précis, dans un délai requis, le pouvoir d'État. Et à un moment donné, lorsque le peuple n'en veut plus, on doit pouvoir l'écouter pour réajuster aux besoins, si c'est possible. Et lorsque le peuple n'en veut plus de fond en comble, vous devez pouvoir, en toute humilité, jeter l'éponge. Mais c'est vrai qu'on force, on s'appuie sur l'armée et la justice pour brimer ce peuple et en tuer. Que veut-il faire d'un 3e mandat sale? Mais non, je dis que quand les présidents africains viennent au pouvoir et qu'ils découvrent la surveillance du pouvoir, ils n'aiment plus partir. Et amasser autant que vous voulez, en 2 mandats au plus, et puis dégager. Oui, en venant, il sait qu'il a droit à 2 mandats au plus. Il sait qu'il a droit à 2 mandats. Maintenant, qu'est-ce qu'il n'a pas pu faire en 2 mandats et qu'il va faire dans un 3e mandat? En fait, c'est ce qui se passe en Afrique. Hein. Nous sommes coutumiers de ces faits-là. J'ai déjà dit ici sur ce plateau que dès qu'un président a commencé, les autres le feront. Et parce que c'est un président qui s'est levé un matin, qui a commencé par détricoter la constitution de son pays. Et puis les autres aussi ont commencé par le faire tranquillement. Et les peuples sont restés là, amorphes. Et il a dit, bon, si ailleurs ça a marché, pourquoi pas chez moi? Je crois que les Sénégalais sont différents. Les Sénégalais, c'est-à-dire qu'il faut que des gens se sacrifient pour que ce régime-là s'en aille. Le Sénégalais, si c'est pour se sacrifier pour la démocratie, on peut être pauvre, mais on préfère la paix. Donc le président Macky Sall, il connaît bien ses compatriotes. Ouais, le mouvement, il y en a marre. Je ne sais pas s'ils vont intervenir, parce que Fadel Barro, c'est un disciple de Latifou Coulibaly, donc il ne peut pas combattre son mentor. Donc là, vous allez voir, depuis, ils ne sont pas encore montés au créneau pour dénoncer ce qui se passe. C'est ça la politique. Et je crois que ces parlementaires devraient réfléchir, parce que devant l'histoire, on va citer leur nom, on ne dira pas, le président dira simplement, mais je ne les ai pas obligés. Je ne les ai pas obligés. Moi, j'ai envoyé la loi, je n'ai pas demandé de laisser passer. Donc il faudrait qu'à un moment donné, les parlementaires africains se disent, mais attends, qu'est-ce que le président veut? Parce que c'est au cours du même mandat qu'il a changé le même texte, c'est-à-dire qu'il est allé devant, il est revenu, et puis maintenant, bon, il va modifier les choses, et ce Parlement-là va accepter. C'est vrai que quand le Parlement est aux ordres, quand vous n'avez pas fait la politique, et quand vous bombardez un matin, vous devenez député, et que vous êtes là, on vous donne les tests, vous ne les lisez pas, parce que les consignes sont claires. Moi, je veux introduire je veux ramener dans la Constitution le poste de Premier ministre. Et les autres articles vont déterminer le rapport entre le Premier ministre et les autres institutions. Vous me mettez ça au propre. Le texte est déjà rédigé. On vous l'envoie. Vous n'avez pas besoin de lire. Vous votez ça comme une lettre à la poste. Mais on oublie que le peuple n'est pas toujours silencieux. Et que le peuple, après avoir gardé le silence pendant un moment, dès que le peuple se réveille, c'est comme au Burkina Faso, hein. Le balai citoyen vous balai tranquillement. Donc je crois que Macky Sall ferait mieux. C'est ça le défaut des intellectuels africains. Qui voyez-vous dans le fauteuil de Premier ministre au Sénégal? Moi, je ne saurais le dire parce que... Tu préfères le jeu de Macky Sall? Non, peut-être que celui-là... Ils ont plusieurs tout dans leur sac. Je ne veux pas m'aventurer cette piste-là de pronostic de peur de passer à côté. Parce que là, nous ne sommes pas sur un terrain de crédibilité, de l'honnêteté dans le jeu politique. Ça aurait été une élection présidentielle imminente à la régulière, où toutes les tendances qui seront prises en franc jeu, puis on pourra, sur des bases d'analyse saines, essayer de voir qui pourrait avoir le profil. Mais non, là, ça se joue dans un mouchoir de poche, et ce sera à l'intérieur d'un clan, même de son parti politique. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que même dans son propre parti politique, c'est sûr qu'il y aura des points de vue divergents. Bon, c'est vrai que la grande majorité est là pour boire ou pour gober ce que dit le président, la double, mais il n'est pas à exclure
qu'à l'intérieur même, il y a des frictions par rapport à la posture qui est celle-là de Macky Sall qui tient à avoir un Premier ministre. Parce que je ne veux pas croire non plus que c'est la guerre des clans, la guerre des clochers qui a également commencé là, parce que chacun voudra bien se positionner pour se faire nommer Premier ministre. Voilà pourquoi il ne me paraît pas trop prudent d'avancer un quelconque nom. Vous avez un nom, Moïse? Non, vous savez, c'est le moins ambitieux qu'on prendra. C'est le mieux ambitieux. C'est le qui perturbe le moins. Oui, c'est ça encore. Parce que lui, il veut assurer ses arrières. Vous savez que on dit en cas de vacances, c'est le Premier ministre. Il faut être sûr que s'il y a vacances et que ce monsieur-là prend le pouvoir, il ne fera pas comme en Angola. Il ne va pas raser l'écurie. Donc il faut que ça soit le moins ambitieux possible qu'on prenne. C'est vrai que non. Mais en Angola, il a été déçu, il est surpris. Mais oui, c'est pourquoi beaucoup de présidents disent attention, si lui, il a trouvé son dauphin, il a fait campagne pour son dauphin, que le dauphin arrive, il commence par sa propre famille, attention, il faut que Macky Sall trouve quelqu'un qui n'a pas d'ambition, quelqu'un qu'on peut facilement manipuler. Donc, dans son cas... Qui peut se révéler redoutable là, après. Mais oui, c'est justement ce que quelqu'un dit quand vous allez chercher une femme au village, pensant qu'elle ne va pas vous tromper. Quand elle vient en ville, elle découvre la réalité de la vie, c'est elle qui va vous tromper. Donc, il faut qu'il fasse attention. Aujourd'hui, lui-même, dans son camp, il a peur. Parce que, normalement, la succession ne devait pas être difficile. Quand tu as fini de faire 2 mandats, laisse quelqu'un d'autre. Parce qu'au sein même de son parti, il y a plusieurs courants. Et il ne va pas choisir quelqu'un qui n'est pas de son bord. Donc, c'est compliqué. On attend de voir. On va suivre un peu de près ce qui va se passer avec les Sénégalais. L'opposition a déjà commencé, a déjà réagi. Et c'est pourquoi Latif Coulibaly a dit, écoutez, nous ne sommes pas là pour répondre à l'opposition, mais nous sommes là pour expliquer au peuple sénégalais ce que nous faisons. Justifier l'acte, c'est ça? Mais c'est clair, oui, il faut justifier. Bon, ils savent qu'ils vont justifier, mais ils ne vont pas convaincre. Et nous restons au Sénégal, cette fois avec le Forum Chine-Afrique. Je suis avec vous, Adrien. Il nous faut accélérer le développement des capacités industrielles africaines afin que le continent facilite l'accès de ses produits au marché chinois. En outre, un meilleur accès des produits africains aux plateformes électroniques chinoises contribuerait à l'augmentation du volume de nos échanges commerciaux dans l'intérêt des deux parties. C'est Macky Sall qui a parlé. Oui, prétexte tout trouvé. En cela, justement, que c'est comme si, à l'occasion de ce 8e forum sino-africain, on vient dresser carrément le tapis rouge à la Chine, qui déjà est en train de prendre véritablement ses quartiers sur le continent africain. On vient baliser ce qui reste à baliser pour que cela puisse circuler aisément. Parce que c'est vrai, on parle des capacités, on parle de développement, d'évolution, mais non, on ne sont pas dupes. Là, on parle affaires, et lorsqu'on parle affaires, on parle intérêt, affaires de sous. Et puis, c'est une âme géopolitique redoutable également. Donc, l'un dans l'autre, chacun se bouscule, et les uns les autres, du moins, se bousculent sur le continent pour essayer de se frayer le passage du chemin. L'essentiel est que chacun puisse réussir dans ses affaires. Mais avec la Chine, il n'y a pas à s'attendre forcément à ce que ce serait pour les beaux yeux des Africains. On parle affaires, vous l'avez dit, nous parlons économie. Le reste n'est que du bluff ou du vent. Les Africains doivent pouvoir eux-mêmes prendre leurs responsabilités et avoir les yeux ouverts pour ne pas se faire berner. C'est vrai que c'est une puissance qui monte en flèche et qui veut s'installer sur le continent pour faire ses affaires, mener rondement ses affaires. Mais quel sera le gain véritable pour les pays africains? C'est vrai, on nous balancera au visage, évolution dans le domaine technologique, on va nous refaire les routes. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas si nous-mêmes ne prenons pas conscience de nos capacités réelles. Parce qu'il nous faut également chercher à imposer ou à vendre quelque chose à ceux-là qui croient être des apporteurs d'affaires, comme on le dit souvent, c'est sous nos tropiques. Et c'est comme eux qui viennent plutôt organiser des sommets chez nous pour nous amener à ouvrir ne serait-ce que les yeux au détour d'un sommet comme celui-là. Donc, il ne faudrait pas être assez dubitatif par rapport aux intentions réelles des Chinois. C'est vrai, ils viennent pour faire des affaires, mais est-ce que c'est pour faire prospérer véritablement l'Afrique ou d'abord les affaires chinoises? À suivre, Adrien, les échanges commerciaux sont inégaux entre les deux parties. Moïse. Mais oui, et vous savez, j'ai dit aux Africains, si vous avez la chance, demandez à quelqu'un de vous envoyer de la France un produit fabriqué par les Chinois pour l'Occident et de vous envoyer ce même produit fabriqué par les Chinois pour l'Afrique. Vous allez faire la comparaison. Il y a toujours une différence. Il n'y a pas photo. Donc, en fait, c'est pour nous endormir. Et ce qui intéresse ces gens-là, ce n'est pas le développement de l'Afrique.
ils ne nous donnent jamais les choses de bonne qualité, mais ils viennent prendre nos ressources. Vous avez vu avec Kabila, à un moment donné, Kabila a préféré donner les grandes choses aux Chinois, et c'est que les gens n'ont pas aimé, parce que la Chine, pourquoi la Chine ne nous aide pas à construire des industries pour faire les transformations sur place? Pourquoi on ne nous aide pas si tant est qu'on tient au développement de l'Afrique? Non, c'est une affaire d'intérêt. Aujourd'hui, vous savez très bien que vous avez parlé de géostratégie. Il y a la Chine, il y a le Japon, il y a l'Inde, il y a les Européens, les Américains qui se bousculent sur le continent africain. La Russie et bientôt la Turquie. Donc, que la Chine se dépêche de proposer ces chinoiseries aux Africains et nous endort avec ça. Et puis, nous aussi, on cède. Je dis, il faut que les Africains se disent, ce que nous envoyons là-bas pour la transformation, pourquoi vous ne nous aidez pas à construire des industries et des usines ici? Nous allons transformer. Là, on va faire une négociation à rapport égaux. Mais ici, il y a des équilibres. Hein? Donc, la Chine ne vient pas pour nous. Non, moi, j'ai même entendu parler que la Chine réclame déjà sa dette. Ce qu'on lui doit, il faut rembourser. Parce que en matière de coopération, il n'y a pas de bénévolat. Je te passe de l'argent pour faire quelque chose. Après, il faut que tu puisses me payer ma dette parce que j'en ai besoin. Non, les Chinois ont débarqué en Afrique, hein, et pas avec de bonnes intentions. C'est une nouvelle forme de colonisation. C'est la guerre des dragons de l'Asie qui rejettent sur nous les Africains. Donc je dis, l'Afrique est riche. Malheureusement, le sous-sol africain est immensément riche, mais l'Afrique même ne se développe pas. Et pourquoi c'est la Chine qui viendra développer l'Afrique? Moi, je dis, tous ces pays qui disent, bon, nous allons faire un partenariat gagnant-gagnant avec l'Afrique. Non, il n'y a pas de partenariat gagnant-gagnant. Moi, je préfère qu'on dise désormais, vous allez transformer les produits chez vous, parce que les Chinois veulent que nos produits soient compétitifs sur le terrain. OK, formez les Africains, nous créons les industries, nous créons les usines ici, nous fabriquons nous-mêmes nos produits que nous exportons vers votre continent, mais ce n'est pas à vous de venir faire tout ça. Parce que les Chinois, je me rappelle, dans certains pays, on a dit, quand ils ont voulu construire les stades, ils ont même ramené le sable, ils viennent avec même la main d'œuvre. Tout. Comment voulez-vous développer un pays alors que vous ne prenez... Non, je dis, non, il faut que les Africains... Parce que quand on ne peut pas s'auto-organiser, les autres viennent nous organiser en tenant compte de leurs intérêts. C'est tout. Et puis on se lève là, on m'a dit non, la Chine nous aime, mais la Chine est en train de nous exploiter à petits coups pour affronter les Américains et les Occidentaux. Ils sont mis irrespectueux de l'environnement, Adrien. Beaucoup de pays le déplorent aujourd'hui. Outre l'environnement, même la main-d'œuvre locale, au cas où ils viennent à en avoir besoin. Vous êtes sans savoir que dans certains pays, ça a été intolérable à un moment donné. Donc, dans l'autre, c'est l'exploitation réelle, massive. Mais oui. Et avec la bénédiction de certains chefs d'État africains. En fait, c'est ça qui est la question, parce que pour faire les affaires, il faut des signatures, il faut des accords de partenariat, il faut des accords si tu dois avoir libre-échange. Mais non, nous ne sommes pas au même diapason. Ce n'est pas évident que véritablement ils puissent nous amener à nous développer plus qu'ils soient à un niveau donné déjà. Non, ils viennent simplement mieux s'installer en Afrique pour bien nous essorer sur le plan économique et financier. Il paraît qu'il y a beaucoup de chefs d'État qui ouvrent les yeux à présent pour dire que les prêts chinois sont en réalité les prêts les plus chers. Mais oui, c'est ça. Et ceux-là, ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux parce que ces prêts-là, quand on va vouloir peut-être les rembourser, c'est qu'on va se ruiner. Et qu'est-ce qu'ils nous vendent? Qu'est-ce qu'ils nous produisent? Parce que moi, j'ai des commerçants qui vont en Chine, qui m'ont dit, écoutez, si vous voulez acheter ce micro-là, on vous dit 200 francs, mais les Chinois peuvent vous faire fabriquer ce même micro-là à 50 francs, en fonction de votre bourse. Et c'est ce qu'on fait avec les Africains. Ils ne nous donnent pas des choses. C'est vrai que quand c'est fait, quand les infrastructures sont érigées, à première vue, c'est des choses qui attirent l'attention. Mais quelques années après, écoutez, c'est fini. Mais nous avons l'obligation de rembourser ces prêts-là. Donc, je dis, les quelques Africains, dirigeants africains qui ont compris, il faut qu'ils ouvrent les yeux aux autres pour dire attention, ce qui se passe là, c'est que demain, le continent africain risque d'appartenir désormais à la Chine. Parce qu'on n'aura pas peut-être les moyens de rembourser cette dette-là. Et désormais, on va dire, bon, tout ce qui est sous-sol, minerai, vous donnez la possibilité à la Chine de venir exploiter jusqu'à ce que la dette ne soit remboursée totalement. Et là, ils vont détruire l'environnement et on n'aura rien. Donc, je dis, la réalité des États-Unis d'Afrique revient.
il faut que les Africains se mettent ensemble. Il faut que chacun accepte d'abandonner une parcelle de son pouvoir. Mais c'est parce que chacun veut dire, bon, moi je suis plus fort que l'autre. Nous avons des pays, nous avons de l'or, nous avons de l'Union, nous avons tout en Afrique. Pourquoi ne pas s'organiser à les transformer sur place que de les... Parce que, imaginez, on produit le coton en Afrique, on va le transformer. En Europe, on fabrique des habits qu'on vient nous vendre encore plus cher. Pourquoi les Chinois ne peuvent pas nous aider à installer, si tant qu'ils tiennent au développement de l'Afrique, qu'ils nous aident à installer ces trucs-là, au lieu de dire chaque fois des prêts, et puis nous-mêmes, tout contents, Adrien l'a rappelé, quelqu'un va signer, dit bon, sous mon règne, les Chinois ont fait tant, mais quand ils partent, dans combien d'années allons nous payer les dettes? Je crois qu'on est en train de ruiner. Après la traite négrière, c'est une forme d'esclavage qui va s'installer. Parce que quand on ne pourra pas payer les dettes, c'est qu'on sera obligé de permettre à la Chine de mettre la main sur le peu de ressources que nous avons. Et la Chine se constitue aussi une clientèle politique, Adrien. Ah, mais vous n'êtes pas sans savoir que nous saurions parler économie et enjeux financiers sans s'appuyer ou s'abouter sur la politique. Parce que si vous ne maîtrisez pas la donnée sur ce plan-là, mais vous êtes foutus. Ah oui, si vous croyez qu'il faut seulement parler benoîtement affaires, commerce et tout ça, en reléguant la politique au second plan, non, vous aurez raté le coche. Puis ils ont compris. Ce sont de fins politiciens également. Parce qu'au même moment, ils font tout pour véritablement asseoir également leur base de ce côté-là. Parce qu'ils savent que lorsque ça va se branler, où il y aura des fissures à ce niveau-là, ça peut avoir des répercussions fâcheuses sur tout le reste. Ah oui, toujours est-il que pour arriver au pouvoir, il ne faut prendre pas la politique. C'est la politique qui vous amène au pouvoir pour un chef d'État. Ne serait-ce que cet exemple-là, avant de ne pas dire, bon, Chinois, j'accepte, venez collaborer. Il faut avoir la signature. Et pour avoir la signature, il faut avoir d'abord été élu président de la République de son pays. Donc, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, c'est-à-dire que la politique n'est pas du tout innocente dans cette affaire. Bien au contraire, ils ont un œil rivé sur cet aspect-là des choses, parce que c'est la politique. Aujourd'hui, c'est le soubassement de tout ce qui se fera. Parce que vous dites que vous êtes en train d'entreprendre, blanc, quelqu'un vient là et c'est lui qui a la force politique. Mais il dispose de toutes les autres forces. Parce qu'il faut la force politique pour véritablement tenir les autres forces. Sinon, ça ne pourra pas tenir véritablement. Dans les instances internationales, la Chine dit dans l'Afrique, votez pour moi. Oui, votez pour moi et en retour des infrastructures, sans pouvoir nous dire réellement ce qui va se passer après. Donc la Chine est en train de... Nous sommes de grands enfants finalement. Mais oui, parce qu'on refuse d'être suffisamment responsable. Nous avons des chefs d'État qui ne sont pas responsables. Quand vous passez tout le temps à décoter la constitution de votre pays, vous passez tout le temps à aller devant et à revenir en arrière. Vous savez, aujourd'hui, le système de renseignement chinois est très bien installé en Afrique. Et ils savent, ils ont le flair de savoir où se trouvent les ressources et ils vous obligent à contracter avec eux dans ce domaine-là pour mieux vous maîtriser. Donc, aujourd'hui, nous sommes devenus les enfants de la Chine. La Chine n'est pas là pour nous protéger contre les États-Unis, ni contre l'Europe, ni contre le Japon. La Chine est là pour utiliser les Africains pour faire ses affaires tranquillement. Dès que la Chine apprend quelque part qu'il y a une ressource, la Chine descend. Sinon, tout le temps, c'est sommet, on fait le sommet chez nous, et puis nous, on est contents parce qu'on dit non, il faut qu'on arrive à réfléchir. Parce que si on ne réfléchit pas, on va dire, bon, avant on dénonçait l'Europe, que les colons nous ont tout pris. Mais on va se rendre compte un matin que les Chinois sont venus chasser les colons et ils nous ont ruinés davantage. Donc moi, j'appelle nos dirigeants à faire preuve de responsabilité. C'est parce que nous-mêmes, on ne se prend pas au sérieux que les autres pensent qu'ils peuvent venir nous organiser chez nous. Alors que 2 ou 3 pays ensemble peuvent s'organiser pour faire le travail de transformation. Moi, si je n'ai pas le pétrole chez moi, l'autre peut construire une raffinerie et nous permettre quand même de raffiner le pétrole et de desservir la zone. Mais s'il faut que, forcément, parce qu'on estime que c'est ce qui vient de l'extérieur qui est meilleur. Bon, entre nous, Africains, on ne peut pas s'organiser, mais on préfère que la Chine vienne nous organiser. Est-ce qu'une fois, au cours d'une sommet de l'Union africaine, on a eu à discuter de ces affaires-là pour dire comment faire pour que désormais l'Afrique dispose de cette industrie là-bas, comment faire pour faire un 3e mandat, comment faire pour acheter les armes, pour mieux mater les peuples. C'est ce que nous connaissons. Et puis après, le reste, on s'en fout du peuple. Comme ça, nous quittons une tutelle pour une autre. Forcément. Adrien. Forcément. Où allons-nous? Forcément. Et comme il a dit, on va vous exploiter, vous ruiner davantage. L'Europe n'est pas bonne. Et on vient pieds joints, mais tout. Oui, c'est parce que malgré les avatars et autres
affres que vous avez connues avec l'ancienne tutelle, vous n'avez pas suffisamment tiré les leçons qui s'imposent. Et Moïse fait bien de le rappeler, cette UA-là également, c'est en anticipation, devrait également amener les chefs d'État africains à se concerter entre eux pour savoir parler d'une seule voix. Mais il se fait que chacun veut demeurer maître chez lui ou bien dans des zones données. Bon, c'est la CEDEAO au niveau de l'Afrique centrale, CEAC, je ne sais pas, dans une autre zone. Et puis, non, ce n'est pas comme ça. Mais ceux-là qui veulent venir investir afin d'en tirer profit, mais il faut diviser pour mieux régner. Hein. Et vous leur créez le boulevard, ils s'engouffrent et puis ils viennent vous faire la fête tout bonnement. C'est ça en fait l'enjeu. Ce sont des enjeux qui doivent préoccuper l'UA. Ces enjeux-là doivent préoccuper l'UA. L'UA doit pouvoir revoir ses tests par rapport à ça. L'UA doit pouvoir prendre des initiatives au niveau des chefs d'État pour prendre des décisions hardies concernant ces genres de situations. Eh oui, ça se passe comme ça. Les Africains sont mal vus en Chine, mais les Chinois sont rois en Afrique. Mais oui, c'est ça le drame. Quand vous rencontrez ceux qui vont en Chine régulièrement, vous diront ils n'ont aucun respect pour la personne humaine. Hein. Tu viens faire tes affaires, tu fais tes affaires. Tu fous le camp. Tu n'as rien d'autre à faire. Mais quand ils viennent ici, là, vous voyez comment d'abord ils s'installent comme un terrain conquis. Ils font de nos femmes ce qu'ils veulent. Et puis après. Ils aiment les Africaines? Ils font de nos femmes ce qu'ils veulent. Ils détruisent l'environnement. Et puis tranquillement, après, ils s'en vont. Je dis, c'est de la responsabilité de nos dirigeants de nous protéger. Mais malheureusement, face à des intérêts inavouables, on vend l'Afrique comme de petits gâteaux à ces Chinois-là. Mais je crois que j'ai toujours dit il faut une révolution de la mentalité. Il faut désormais que quand on va à des réunions de l'Union africaine, qu'on dise mais nous, Africains, là, qu'est-ce que nous attendons de ceux-là? Comment allons-nous négocier? Qu'est-ce que nous avons dans la balance? Parce que si on dit, bon, on n'a rien dans la balance, la Chine dit, mais vous avez du pétrole, donnez-moi votre pétrole et je vais vous construire 2 ou 3 universités. Et puis tranquillement, mais ce qu'on exploite vaut 10 000 fois ce qu'on nous donne en retour. C'est des chinoiseries qu'on nous donne. Bon, excusez l'expression, mais c'est comme ça. Il faut que... On ne peut pas quitter, on ne peut pas combattre le colon. On dit le néocolonialisme, on les a battus. On les a combattus, on a chanté pour eux, on les a combattus. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Tranquillement, on dit, on va devant les Chinois, on dit, mais aidez-nous à nous développer. On vous donne la possibilité de venir ruiner nos sols. L'essentiel pour nous, c'est de nous aider à nous développer. Non, l'Afrique vaut mieux que ça. L'Afrique est un continent qui dispose de toutes les richesses, mais malheureusement, l'Afrique est là pour servir les autres et ne jamais se servir. La rivalité est ouverte. Hein. Vous voyez l'Europe là qui se met en branle pour dire je veux pas laisser la Chine faire. Les États-Unis également qui commencent à mettre pied. Justement, c'est pour avoir compris que les dirigeants chinois n'y vont pas de même ordre non plus, parce qu'ils ont conscience de ce qu'il leur faut prendre des longueurs d'avance. C'est vrai que du côté des anciennes puissances, il y a un réveil, bon, tardif pour certains, ça a regret que... Ils se croyaient en terrain conquis, vous avez vu, l'autre fois, quelqu'un a encore commis une bourde à une autre pareille, en annonçant que les forces françaises allaient se retirer quelque part. Et c'est maintenant qu'on est en train de trouver encore les voies moyens pour colmater les brèches, mais trop tard, vous aurez tout compris. Un sentiment anti s'est dégagé, en train de se... visible là, vous comprenez bien. Donc, ils ont véritablement compris que désormais, ce devrait être un marquage à la culotte qu'il faut opérer par rapport à la Chine. Donc, sous cap, les Chinois se diront, tant pis pour eux, nous autres, si tel que nous avons des longueurs d'avance, vivement que nous continuons, nous verrons bien à la fin celui-là qui va avoir le dessus. Rude compétition en perspective, t'en dit Moïse. Mais oui. Les pays sont nombreux maintenant. Oui. À faire la cour à l'Afrique. Les grands vont s'affronter sur le terrain. Oui, comment pour aller aujourd'hui en Chine, on a réduit les formalités. Quand vous allez faire en Chine, on ne vous complique plus les instances. C'est fait exprès. Ben oui, c'est fait exprès. C'est pour permettre aux gens de venir acheter parce qu'eux, ils en produisent en quantité et en qualité. Et maintenant, pour aller en Europe, aux États-Unis, c'est compliqué. D'avoir le visa, c'est très compliqué. Donc, les Chinois, ils ont ramolli toutes les formalités pour permettre aux Africains de venir produire. Mais les autres sont arrivés, malheureusement, sur un terrain où la Chine a déjà beaucoup avancé. Aujourd'hui, la Chine te dit, écoutez, cette cravate-là, par exemple, l'Europe vous vend ça à 2 euros.
moi je peux vous faire ça à moins d'1 euro. Et la Chine produit en quantité. Et comme les Africains aiment moins cher, il court. Et puis la Chine dit, moi je fais le bonheur des Africains, mais vous êtes là à leur vendre des choses chères. Donc j'ai dit, mais il faut que les Africains se lèvent et disent, mais cette Chine-là, elle nous aime si tant. Elle nous aime si tant. Pourquoi elle ne nous aide pas à nous développer? Parce que c'est ça. Bientôt, vous allez voir, les Chinois, ils vont aussi rentrer dans la coopération militaire. Ils vont désormais commencer par former nos gens, peut-être au niveau des services de renseignement, au niveau de la militaire. Ils vont arracher aux Américains et aux Français tous leurs droits. Et puis bon, comme eux, ils ont la possibilité de faciliter les choses. Bon, on m'a dit, si les Chinois peuvent nous faciliter la tâche, c'est pas comme les Français, c'est pas comme les Américains, pourquoi ne pas aller? Puisque l'Africain parfois aime la facilité, il n'aime pas les choses compliquées. Donc la Chine n'ayant compris ça, il dit, bon, en veux-tu, en voilà, et puis on est là, on n'est pas en train de comprendre. Un beau jour, on va dire, bon, désormais, la deuxième langue nationale dans certains pays, c'est le chinois. Ils iront à ce seuil. Ben oui, puisque quand vous voulez aller chez eux, vous êtes obligé. Quand on vous trouve des bourses, et puis on a produit, on dit bon, la Chine nous a donné des bourses, non. L'intérêt. La première conditionnalité, il faut apprendre les langues. Et puis la langue, c'est le véhicule de la culture. Oui. Vous avez appris la langue chinoise pendant un an, désormais vous êtes fiers de parler le chinois. Et le chinois, lui, il dit bon, le nombre de locuteurs de la langue chinoise, ça augmente au détriment de la langue française. Qu'est-ce qui pourrait changer après Dakar, selon vous? Pas grand-chose. C'est pas grand-chose. J'ai dit à l'entame, les uns les autres, tiennent à se bousculer. On aurait pu s'en passer, c'est ça? Oh oui, parce que ça n'apporte pas grand-chose. Les Chinois vont pour davantage s'installer. Ils vont davantage pour asseoir les bases de ce qu'ils ont commencé par faire, ou les bases de tout ce qu'ils ont commencé par faire, pour que les affaires puissent prospérer sur le continent. Donc ce sont des tentacules, des tentacules. Le reste, ceux qui vont, bon, certains ne sont pas dupes. Certains, certes, ne sont pas dupes par rapport à ce qui va se passer. Mais c'est vrai qu'à la fin du sommet, le sommet a pris fin de façon officielle. On va se pouvoir d'un communiqué, d'une déclaration officielle. Photo de famille, tout s'est bien passé, tout s'est bien passé. Un nouveau départ. Un nouveau départ, vive la coopération sino-africaine. On a gagné beaucoup de contrats. Il y a les jeunes auront d'emploi, il y aura des débouchés. Ça s'arrête là. Mais donc, pas grand-chose. Nous continuons avec Interpol, Moïse, et avec l'élection controversée du général émirati Ahmed Nasser Al-Raïsi. Et j'ai ceci pour vous. Nous sommes profondément convaincus que l'élection du général Al-Raïsi porterait atteinte à la mission et à la réputation d'Interpol et affecterait lourdement la capacité de l'organisation à s'acquitter effectivement de sa mission. C'est Marie Arena, présidente de la sous-commission des droits de l'homme du Parlement européen, qui l'a dit, Moïse. Un monsieur qui n'a aucun respect pour les droits de l'homme, on le met à la tête de la police des polices. Qu'est-ce que ça veut dire comme ça? Ça veut dire que quelque part, on encourage dans les pays la dictature. Parce que c'est un monsieur qui est connu pour avoir porté atteinte aux droits de l'homme. Maintenant, pourquoi on le promeut à la tête d'une organisation comme ça? Ça va décourager. Vous savez, ça va renforcer les dictateurs quand ils sont poursuivis par l'Interpol. Ils vont dire non, c'est pas possible. Donc, je crois que ils vont dire que la diplomatie de son pays a été une diplomatie offensive qui a fait qu'il a été élu, mais on n'a pas tenu compte de certains nombre de choses. Moi, c'est ça aussi les jeux de couloir. Les jeux de couloir, parce que c'est des gens qui ont voté pour lui. C'est pas une forte majorité. Une forte majorité, ça veut dire quoi? Les Émirats arabes, on sait qu'ils sont riches, immensément riches. Et ils n'ont pas abandonné leur candidat. Ils ont fait des propositions, ça a marché. Mais on n'a plus tenu compte du passé de ce monsieur-là, à qui on reproche des exactions, on s'en fout. Aujourd'hui, cela dégrade un peu l'image de l'Interpol. Parce que l'Interpol, c'est une institution sacrée. Quand vous entendez parler de l'Interpol, c'est que bon, on y fait du sérieux. Mais quand on va promouvoir la tête d'une organisation comme ça, quelqu'un qui ne respecte pas les droits de l'homme, salut les dérives. Désormais, il y a des gens qui vont contester certainement le travail fait par l'Interpol sur le terrain. La preuve, celle qui a parlé, elle défend les droits de l'homme. Vous ne pouvez pas mettre à la tête d'une institution comme ça quelqu'un qui a tout le temps brimé les hommes. Et puis, qu'est-ce que vous voulez que ça devienne? Bon, on attend de voir. Malgré l'alerte, il a été élu. Oui, Adrien. mon effet tout dit non, des espèces de télévision ont dû prendre part. Ils sont sensibles à ça, eux aussi. Les lobbies, pourquoi pas, les lobbies. Sinon, il y a plein de candidats qui méritent plus. De qualité. De qualité, des gens véritablement intègres qui pourront faire le travail. Là, il sera manipulé également, en fait. C'est l'autre risque.
il sera manipulé par ceux-là qui l'ont positionné. Et comme Moïse le disait si bien, mais Interpol va perdre sa crédibilité à un moment donné. Ce sera alors à pile ou à face, au plus faut mettre, tout poids de mesure par rapport à tout ce qui doit se faire. Parce que lorsqu'on vous dit que les recherches n'ont pas abouti à l'interne et que maintenant on doit recourir à Interpol, mais vous savez que vous êtes plus ou moins cuit et que finalement on fera la peau. Mais avec ce qui vient de se passer là, ce n'est pas évident que véritablement les uns les autres puissent être rassurés davantage par rapport à la réelle mission première d'Interpol. Donc les lobbies certainement ont leur intérêt quelque part, ils ont intérêt à agir de la sorte. Les jours à venir, nous verrons bien ce dont sera non seulement capable ce général Emirati là, et nous verrons bien s'il aura les coudées franches pour véritablement opérer. Mais c'est déjà parti sur de mauvaises bases. Ils ont mal enfourné, ils feront certainement des pains cornus. Triste jour pour les droits de l'homme de par le monde, on peut le dire. Moi, je crains qu'on mette le respect des droits de l'homme sous veilleuse. Carrément. Oui, parce que, écoutez, quelqu'un qui a brimé ses compatriotes, qui est à la tête d'une institution comme ça, est-ce qu'il pourra rappeler les autres à l'autre pour dire attention, ce que tu fais, c'est pas bon? On va lui dire ah, Joe, c'est pas ce qu'on a dit. On t'a fait venir là pour quelque chose. Donc tu respectes les clauses de notre contrat. C'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué que le monde soit en train d'aller à la dérive, parce que Interpol, pour moi, était une institution très respectée. Et quand ça, vous mettez un monsieur comme ça à la tête, c'est-à-dire un monsieur qui était déjà contesté. Maintenant, je dis, ce qui est élu pour lui, là, sur quelle base? Quels sont les critères? Quels sont les critères sur lesquels ils se sont basés pour le choisir? Bon, est-ce que c'est l'espèce sonnante et trébuchante? Est-ce que c'est des promesses en un point fini? Mais il faut qu'on sache qui sont ceux qui ont voté pour lui. Et dès qu'il y aura la dérive, on les prendra pour responsables. Non seulement on les prendra pour responsables, mais on va accuser leur État, les États qui les ont désignés pour aller faire ce vote-là. Je dis, mais qu'est-ce que le monde va devenir? Veut-on légitimer le non-respect des droits de l'homme? Parce que si ça se passe comme ça, c'est comme vous mettez dans votre pays à la tête de votre police des brigands. Un brigand qui dirige la police ne peut même pas continuer à lutter contre d'autres brigands parce qu'ils se connaissent. Donc, on va prier pour que Interpol puisse accomplir la mission qui est la sienne. Oui, on continue avec ces citations, Adrien. Une candidature entachée de plaintes poserait un vrai risque au front et pourrait délégitimer l'institution et son accueil dans notre démocratie, ont prévenu 2 élus régionaux français. Alors là, ça sent du rififi à l'horizon. C'est vrai que après l'élection, certains pays ont été mis devant le fait accompli. Espérons que leurs réactions feront mouche ou feront reprendre les choses ou feront remettre les choses à l'endroit. Bon, je ne saurais dire exactement sur à quoi nous pourrons assister les jours, semaines ou mois à venir. Mais à cette allure, je crains qu'à un moment donné, on interrompt, on reprenne un processus d'élection pour soit changer la tête d'Interpol. Là, les jeux sont ouverts et tous les coups pourraient être permis également. C'est une source d'embarras pour la France, je déplore ces hommes. Mais oui, la France est le pays qui défend les droits de l'homme, la France qui dit non, il faut que les règles démocratiques soient respectées dans le pays. Mais écoutez, la France était où quand les gens faisaient les négociations? Qu'est-ce que la France a pu mettre dans la balance? Si l'Émirat arabe uni a mis des offres alléchantes dans la balance face aux votants, mais ça passe. Ça aussi, c'est la diplomatie. L'argent passe avant les droits de l'homme? Chez eux aussi? Ah, vous ne savez pas ce que ce pays-là va gagner en ayant un de ses citoyens à la tête de l'Interpol. Ça veut dire que pour qu'on poursuive désormais quelqu'un de ce pays-là, ça sera difficile. Puisque c'est un de leurs rejetons qui dirige l'institution. Donc c'est pas pour rien. Les Émirats arabes, en positionnant un de leurs citoyens, ont certainement étudié les avantages. Pour eux, ils ont des avantages. Tant pis pour les autres. Donc ils se sont donné les moyens de faire. Qui parmi les représentants ne savaient pas que ce candidat-là a été contesté? Qui ne savait pas qu'il était? C'était un monsieur qui détruit les droits de l'homme. Pourtant, facilement il est passé. Donc je dis, on va me dire que c'est la diplomatie offensive. Bon, on sait ce que ça veut dire. Mais désormais, chacun d'eux, que ce soit la France, les pays qui ne sont pas d'accord, il faut la veille citoyenne pour dire, on va marquer ce monsieur-là la culotte pour voir si réellement. Et tous ceux qui travaillent au niveau de l'Interpol doivent savoir que désormais,
ils ont tout fait, ils auront à tout faire pour ne pas dégrader. Puisque déjà, dès que ce monsieur a été élu, dans certaines têtes, les gens disent, bon, encore une institution que nous venons de perdre. Donc il faut que chacun joue son rôle. Mais désormais, il faut qu'on sache qui sont ceux qui ont voté pour ce monsieur-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis sûr que, bon, on va commencer par chercher les boucs émissaires. Malheureusement, il est parti pour faire son mandat. Et lui aussi, il doit écouter les critiques qui sont formulées à son encontre. Il dit, mais il faut que je montre aux gens que je suis venu pour accomplir une mission, non, pour détruire les droits de l'homme. Il a été formé pour détruire lui. Ben oui, c'est ça. Et puis il représente, en fait, il représente un certain nombre d'intérêts. Ainsi, parce que qui a intérêt à mettre ce monsieur-là à la tête de l'Interpol? C'est la question qu'il faut se poser. Il faut commencer d'abord par son pays, parce qu'il a été proposé par son pays, il a été soutenu par son pays. Il y a que ses compatriotes ont fait la campagne pour lui, de représentant en représentant. Donc, quel intérêt ils ont? C'est certainement ils veulent mettre le pays, parce que c'est un pays, les Émirats arabes, ils ont de l'argent, ils sont immensément riches, ils sont en partenariat avec beaucoup de pays. Beaucoup de pays vont faire génuflexion là-bas pour des intérêts. Donc, aujourd'hui, peut-être ils ont profiter de leur puissance économique pour dire, bon, on va vous aider, mais aidez-nous à avoir la tête de l'Interpol. Nous voulons maintenir, nous devons détenir l'Interpol, nous devons contrôler, voilà l'expression juste, nous voulons contrôler l'Interpol. Si vous voulez bénéficier des avantages de notre pays, aidez-nous à contrôler l'Interpol. Et en face des intérêts, chacun choisit ce qu'il arrange. Comme ça, devant l'argent, les droits de l'homme s'éclipsent. Ah ouais, il y a longtemps que les droits de l'homme ne veulent plus dire grand-chose à certains. Oh là là, vous mettez les droits de l'homme à côté, vous mettez l'argent en face. Oh là là, ils ont tout fait de faire leur choix. Hein. Il faut bien sûr remplir la poche et la panse. Les droits de l'homme, on s'en fout. Mais ils peuvent être victimes eux-mêmes. Ah, mais c'est à l'occasion, au dernier moment, que certains s'en mordent les doigts, qu'ils ont encore une conscience, mais ils se disent parfois qu'ils sont tellement à l'abri de ces mésaventures que, bon, c'est-à-dire que ça arrive qu'aux autres, quoi, pour que la galère. Ah, où va le monde, Moïse? À la dérive. On a commencé par voter des lois déjà qui mettent en veilleuse les libertés, les droits de l'homme. Maintenant, c'est le comble. Peut-être un jour, on dit aussi qu'à la tête du CIA, de FBI, on a mis des gens qui sont contestés. Et comme ça, désormais, est-ce qu'on pourra parler de liberté? Parce que les gens diront la liberté sans le développement, ça donne quoi? Bon, on s'en fout. On s'en fout. Oui. J'ai mon argent et puis je me pose qui je veux. Si tu n'es pas d'accord, tu dégages. Mais j'en tiens compte. Dans nos relations. Et puis, bon, les gens disent, ah non, si c'est ça, je vais voter pour ton candidat. Tranquille. Je m'incline. Je m'incline, c'est comme ça. Voilà. Qui a l'argent, a le pouvoir. A le pouvoir aujourd'hui, c'est tout. Hein. C'est pas question de je suis intellectuel, non. L'Arabie Saoudite, ils ont l'argent. Ils ont l'argent tranquillement. Qui va leur contester ça? Donc, eux-mêmes, ils savent que ce monsieur l'a contesté. Pourtant, on ne va pas me dire que dans ce pays-là, il n'y a pas d'autres intellectuels qui puissent jouer le rôle. Ben, c'est lui qu'on veut. Et puis, il est passé comme il est à la poste, tranquillement. Nous continuons avec la Guinée équatoriale où le parti au pouvoir ne désigne pas de candidats. Le président Teodoro Obiang a parlé, il a dit ceci, Moïse, mieux vaut un ami bien connu qu'un nouvel ami à connaître. Ah oui, c'est aussi clair. On sort de cette partie-là sans désigner candidat, c'est une première dans ce pays. Voilà, et tout le monde doit comprendre que il veut positionner son fils. Toutes les fois, on dit... Son fils a été coincé dans le procès des biens mal acquis, c'est qu'il n'a plus une bonne image. Et donc, si son rejeton allait à une élection, il pourrait échouer. Donc, il va faire comme l'autre, Premier ministre, et puis, en cas de vacances de poste, il devient systématiquement président de la République. Blanchi du coup. Blanchi du coup, c'est comme ça. Donc, vous voyez, on dit qu'il a battu le record mondial au pouvoir, c'était 42 ans d'affilée, et puis personne n'a tenu comme ça. Donc, aujourd'hui, lui aussi veut assurer ses arrières. Il ne peut pas désigner un autre candidat, parce que, vous savez, dans son parti, il y a beaucoup de courants. Mais lui, pour assurer ses arrières, il veut placer son fiston. Et puis, bon, il faut qu'on lui donne la possibilité. La seule possibilité qu'il a, c'est ça. On ne désire pas. Et l'ami qu'il connaît, c'est son fils. Il mettait son fils. Donc aujourd'hui, il est en train de dresser le lit pour son garçon. Ceux qui sont dans le parti, s'ils ne sont pas contents, ils aillent ailleurs. Et puis lui, il va positionner son fils parce que il n'a pas confiance. Vous savez, la plupart de ces présidents-là ont confiance qu'à leurs femmes et à leurs enfants. Même le collaborateur immédiat, ils se disent, un jour il va me trahir. Donc, on ne peut pas faire un congrès et ne pas pouvoir. Alors que l'objectif premier du congrès, c'était de désigner le successeur de celui qui est la mère. On n'en a pas fait cas. Parce que c'est de la volonté du chef seul
de dire qu'il va lui succéder. Et la première personne à laquelle il pense, c'est son fils. Donc tranquillement, on s'installe davantage dans une monarchie. Dans le pouvoir, hein, le parti qui refuse de désigner son candidat, c'est une première là. Oh non, à Malabon, je vous souhaite les prolongations par rapport à cela. Et bon, les uns les autres ont su. Hein. Ils ont su lire entre les lignes que c'est pour que le pouvoir revienne de fait à son fils. Mais je ne veux pas être devin, ni oiseau mauvais augure. Allez prendre garde, je crains que ce qui est arrivé à Guinée-Conakry. Ah, ça guette ce pays. Ah oui, allez prendre garde, parce que qui l'aurait cru? Alpha Condé débarquait comme ça, alors qu'il avait tout en main, il avait tout verrouillé. Là-bas, blasé, à Malabo, on sait que le père est tellement blasé, fatigué par le pouvoir, il ne sait plus à quel sens se vouer, évidemment, avec la condamnation de son fils. Il a du souci à se faire. Bon, faut-il le laisser sur le carreau? Mais non, c'est l'abandonner davantage. Donc il faut bien lui trouver la porte de sortie, qui selon eux pourrait être la porte de sortie honorable, mais en fait, je ne pense pas qu'ils soient au bout de leur peine. Ils ne sont pas encore sortis de l'auberge. C'est vrai que les calculs se font, mais leurs calculs ne seront pas forcément ceux du peuple équato-guinéen. Mais il dit, je suis encore bon, c'est ce qu'il leur dit là. Oui, mais non, il ne peut que dire ça pour rassurer. Mais vous voulez qu'il dise qu'il ne tient plus, qu'il Le fiston est là, allez-y. Mais non, c'est pas comme ça se fait. Justement, si je voulais les prolongations ou une liste d'enterrement avant d'imposer le fiston, c'est parce qu'il sait même qu'à l'interne, il y a des frictions également. En fait, ça ne se joue pas aussi facilement comme certains l'auraient pu penser. Donc, il y va à tâtons, attendant peut-être ou certainement son heure. Il n'est pas Jésus, je dis, mais il attend également son heure. Mais quelle sera cette heure-là? Nous patientons d'en savoir davantage. À l'intérieur du parti, beaucoup ne veulent pas de fiston, Moïse. Mais oui, le fiston n'a pas une bonne renommée. C'est pas le plus compétent du parti. Il y a des cadres compétents du parti qui maîtrisent les rouages de la politique. Le petit a passé tout son temps à flamber de l'argent. Il a flambé, lui, son rôle c'est de flamber de l'argent. Il gère l'argent, le reste il s'en fout parce qu'il se dit quand vous avez l'argent, vous maîtrisez tous les labyrinthes de la politique. Mais il y a des gens, on ne peut pas avoir servi le père pendant 42 ans et maintenant continuer par servir. Est-ce que c'est seulement dans cette famille-là qu'on fait des enfants intelligents? Non, dans les autres familles aussi, il y a des enfants intelligents, il y a des enfants compétents. Donc je crois que s'il va forcer les choses, il va faire éclater son parti. Et là, ce qui n'est jamais arrivé dans ce pays-là arrivera. C'est-à-dire que lui et son fils, le vent de la colère va les emporter. Non, c'est pas ça. Il faut qu'il écoute son parti. Il faut qu'il trouve dans le parti politique des gens à même de le remplacer. Le fils n'est pas à même de le remplacer. Le fils va juste rester là pour garder dans le giron familial les intérêts du père. Mais est-ce qu'il va penser au développement de la nation? Parce que tous les postes qu'il a occupés, tout le temps, c'est l'argent. On n'en a connu que son nom dans la distribution de l'argent, on n'a connu que son nom dans des affaires comme ça. Non. Il faut que le président se dise j'ai des compatriotes qui peuvent faire le travail. Mon fils, je peux plaider pour que mon fils soit bien traité, mais le fils, s'il prend le pouvoir, d'abord, le parti va se disloquer et là, les mouvements d'humeur vont commencer. Quand ça commence, et Adrien l'a rappelé, en Guinée, vous voyez, tout est verrouillé. On a même créé une force spéciale. Et le président dit ça, j'ai tout verrouillé, rien ne peut m'arriver malheureusement. Personne ne connaît la volonté de Dieu. Donc, je crois que même le président qui est là, rien ne lui dit qu'il sera là jusqu'au moment des événements. Donc, il n'a qu'à déjà. Parce que si, entre-temps, les événements le lâchaient, c'est que il va perdre son fils, il va perdre beaucoup de choses. Tous les membres de sa famille qui avaient occupé des responsabilités dans le pays, ils seront obligés de rendre gorge, comme on le dit ailleurs. Donc il faut qu'il pense, parce que les gens ne sont pas venus faire de la politique pour les beaux yeux du président. Quand on fait de la politique, c'est que demain, on a envie d'occuper un poste de responsabilité. Il faut qu'il donne la possibilité à ses compatriotes d'entendre un autre nom que leur nom. Le mal est endémique en Afrique centrale, peut-on dire, de père en fils. Ah oui, c'est sûr à quoi malheureusement nous assistons. Vous êtes sans savoir que dans cette partie de l'Afrique-là, les fils également ne vont pas prendre pour la chose. C'est comme au Gabon, quelqu'un prépare déjà également son fils. Je suis sûr que à Yaoundé, bon, c'est un Franck serait également dans les couloirs. On se met déjà en boubou du côté de N'Djamena avec une amnistie générale. On fait les yeux tout. Bon, non, là également, ce serait comme en Guinée équatoriale. On réfléchit à la stratégie. Ce n'est pour rien qu'on a confié un portefeuille ministériel stratégique au fils, au Congo-Brazzaville. Bon, vous aurez tout compris. Vous aurez tout compris.
Pourquoi ça, Adrien? Oh, mais non, les honneurs et après, on s'est enrichi, on a peur. L'après-pouvoir. L'après-pouvoir, parce que finalement, on se laisse surprendre par le fait qu'après avoir passé des décennies aux affaires, on a malmené, on a tué, on a brimé. Est-ce que, quel sera mon sort? Quel sera mon sort? Quel sera notre sort? Quel sera le sort de ma petite famille quand je ne serai plus aux affaires? Voilà pourquoi certains tiennent à s'éterniser ou à mourir au pouvoir. Gérer élégamment. Non, l'exemple de l'Angola renforce ce chef d'État-là. Mon fils ne peut pas me trahir. Mon fils ne peut pas détruire l'héritage de la famille. Donc je préfère que mon fils gère les affaires. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Donc le fils peut venir encore et partir. J'ai dit non, c'est dans cette zone de l'Afrique-là. J'espère que cela ne fera pas école dans les autres parties. Et pourquoi c'est pas encore à l'ouest, par exemple? Non, vous savez, en fonction du peuple que vous avez devant vous. Parce que dans ces pays-là, on a maîtrisé tout le monde avec l'argent. Quand vous prenez le Gabon, Bongo Père avait déjà fait celui. Écoutez, quand les gens décrochaient le bac pour éviter les contestations, les envoyaient à l'extérieur. Et étudier, donc aller loin pour ne pas nous perturber. Et je crois que il faut qu'on change parce que là-bas, les gens ne vont plus accepter ça. Et puis aujourd'hui, tout le monde hésite. Et nous finissons par la Guinée avec les violences faites aux femmes. Le taux de viol augmente, mais la répression ne suit pas dans ce pays, se désole Alimatou Camara, défenseur des droits de l'homme, avocate de la famille Massila. Vous la connaissez? Non, je ne veux pas croire qu'elle prêche dans le désert. C'est là justement que... Personne ne l'écoutera. Personne ne l'écoutera, c'est évident. Qui sont ceux-là qui sont chargés de mener la répression? À se demander si parmi ceux-là, il n'y a pas des auteurs, des co-auteurs ou des complices. Vous aurez tout compris. C'est vrai que c'est une lutte noble. Il faut monter de temps à autre au créneau pour dénoncer cela dans la cité, dans la société. Mais à la fin de ce phénomène, je crains que nous assistions à l'hydre de Lerne, comme qui dirait. En cela que, le phénomène, on fait tout pour l'éradiquer ou bien on fait tout pour qu'il diminue d'ampleur, mais finalement, les choses tombent de Caraïbes dans silence. Là que ça ne s'améliore pas du tout sur le fond de la lutte là. Du tout. Mais est-ce que les autorités également de ces pays-là deviennent subitement sourdes aux appels ou aux cris de détresse? Mais Doumbouya a tonné par ici. Justement, ça ne suffit pas. Il faut être concret. C'est les actes. Nous voulons des actes. Parce que ce n'est pas les actes que vous allez convaincre de ce que véritablement vous êtes enclin, vous êtes décidé à lutter contre ce phénomène-là du viol. Un viol collectif par des médecins. Moïse. Mais on va à l'hôpital. L'hôpital, c'est le lieu de sécurité par excellence. Maintenant que trois médecins s'associent pour violer une femme en lui injectant d'autres produits, c'est dangereux. C'est dangereux. Ça veut dire quoi? Si le viol continue, c'est que l'impunité règne. On n'a pas puni tant pis, on ne serait mieux puni. Et puis ça continue comme ça. On s'en sort parfois avec 4 mois de prison. Mais oui, moi j'ai un ami qui m'a dit, écoute, un gynéco ne toucherait jamais ma femme. Si c'est un homme, il touche pas ma femme. Je préfère encore qu'une femme touche ma femme qu'un homme. Donc ouais, et dans ce pays-là, c'est tellement que les anciennes autorités aussi étaient impliquées dans cette affaire-là. Parce que si tu es spécialiste du jeu, il y a des gens qui ne peuvent pas contrôler ce qu'ils ont entre leurs jambes. Et dès qu'ils trouvent une créature, on l'enferme dans son bureau, on exige des faveurs sexuelles contre la volonté de la personne. Mais quand les autorités ont fait qu'on ne les a pas punis, ne demandez pas aux citoyens lambda de ne pas le faire. Donc je dis, il faut... Quand on ne va pas sacrifier, c'est pas ce que Doumbouya a dit, ça c'est rien ça. Il faut marquer les Guinéens, il faut prouver qu'on peut sanctionner, il faut donner la sanction extrême à la face du monde pour qu'on dise désormais, si tu touches au caleçon d'une fille sans sa volonté, voilà le sort qui t'est réservé. Il y a des femmes qui comprennent les violeurs, Moïse et Adrien. Ah oui, des femmes. Justement, voilà, je vous dis, pour l'un dans l'autre, elles sont même complices de façon passive, parfois de façon affichée, de manière affichée. Donc, vous aurez tout compris. C'est à dire qu'elles représentent même des obstacles. Des obstacles à cette lutte-là qu'il faut mener pour les prémunir contre ce fléau-là, ce vilain fléau des temps actuels. Donc, l'un dans l'autre, chacun devra faire une fois encore son examen de conscience pour savoir si on est femme, si véritablement on tient à ce qu'on mette fin à l'impunité relative au viol dont sont victimes les femmes et certaines femmes. Et à éduquer nos garçons. Moïse. Oui, c'est un problème d'éducation, mais je dis, le malheur de la femme, c'est la femme elle-même. Je ne comprends pas que des femmes puissent venir dire que c'est votre tenue
qui provoquent. C'est pas normal. Même si la tenue il faut dénoncer ces actes. Parce que vous êtes mère de famille. Imaginez un instant que c'est à votre fille. Je dis, il faut que désormais les parents, parce que les parents qui refusent, en Afrique, on refuse de s'asseoir, de discuter sexualité avec les enfants. C'est ça, il faut éduquer vos enfants. Vous passez tout le temps chercher l'argent, mais vous faites des délinquants. Il faut pas en mettre l'éducation des enfants, parce que maintenant, ceux-là-ci ne sont pas punis. D'autres petits médecins ont dit, bon, moi-même, je peux toucher la femme d'autrui en consultation, on ne va pas me punir. Bon. Attention, il faut que l'État guinéen prenne ses responsabilités. Merci à vous Moïse, merci également Adrien. Madame, monsieur, merci d'avoir été de la partie. Nous nous retrouvons la semaine prochaine.